Dans cette vidéo, on va parler de 2 livres young adultes et de 2 livres très cosy. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo avec des livres qui m'ont fait sortir de ma zone de confort, peut-être sauf un on va dire, mais sortir de ma zone de confort, oui et non. Peut-être par le style et en même temps ce sont 4 livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Même si on est dans des styles différents, même si on est dans des styles différents de ce que je lis d'habitude, franchement j'ai passé des bons moments avec ces livres. Alors je vais vous parler de celui-ci, Divine Rivalité de Rebecca Ross chez De Saxus. C'est pas du tout ce que je lis d'habitude, mais c'était bien et puis je vous montrerai à quel point ce livre est magnifique. J'ai lu Le Burn-out de Sophie Kinsella. Sophie Kinsella, ça fait peut-être 13 ans que je ne l'ai pas lu, je crois, donc il était temps de m'y remettre avec son nouveau livre. Le livre peut-être qui est le plus dans ma zone de confort en fait, qui est le moins étonnant, c'est le nouveau tome de la série des enquêtes d'Anna Svensson de Joanne Flux chez Cherche Midi. Dernier tome est tome trop bien. Et puis, un livre historique de Ruta Sepetys, Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, 3e livre que je lis de cette autrice et je suis encore une fois conquise. Et je commence avec le Burn-out de Sophie Kinsella chez Belfond. Comme je vous le disais, 13 ans que j'ai pas lu cette autrice. Je l'ai découverte avec L'Accro du shopping. J'ai lu le premier de L'Accro du shopping. Ça date de 2007, je pense. Si je ne me trompe pas, à partir du moment où j'ai découvert L'Accro du shopping, j'avais très hâte de lire les suivants, donc je les ai tous lus. Et puis elle a fait quelques one-shots aussi, je ne me rappellerai pas de tous les titres, mais ah oui, il y a tout ce qu'elle a écrit, elle en a écrit beaucoup. Donc, alors, L'Accro du shopping, oui, ils étaient sortis en 2004 chez Pocket, 2004, 2005, 2006, donc ça, les 3 premiers de L'Accro du shopping, oui. Les petits secrets d'Emma, oui. L'accro du shopping a une sœur, oui. Samantha bonne à rien faire, oui. Lexi Smart à la mémoire qui flanche, confession, non ça c'est un... Très cher Sadie, j'ai dû le lire aussi. L'accro du shopping attend un bébé, oui. Et j'ai dû m'arrêter là, sur ce qui est sorti entre 2004 et 2013. 2004, ouais, enfin, mais il y en a que j'achetais en... Enfin, 2004 et 2013 chez Pocket, mais sinon chez Belfond, entre 2002 et 2010. Et il y en a pas mal que j'ai acheté en grand format. Et le tout dernier que j'ai lu... ouais, parce qu'après, je les ai pas lus. Le tout dernier que j'ai lu, c'est Mini Accro du shopping, que j'ai lu quand j'étais enceinte de ma grande. Ce livre, effectivement, est sorti chez Belfond en 2011, donc ça correspond tout à fait. Et ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de Sophie Kinsella, parce que globalement, je les ai beaucoup enchaînés. Et puis après, j'en prenais un par-ci, par-là, dès qu'il y en avait un qui sortait. Et donc en fait, j'en ai lu entre 2007 et 2011. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit... Waouh, j'ai dû peut-être changer, c'est plus pour moi, ça me paraît trop plat, j'accroche pas, c'est gnangnan, c'est pas du tout ce que j'apprécie. Et je précise aussi que l'autrice a écrit sous le pseudonyme Madeleine Wickham, qui est peut-être d'ailleurs son vrai nom. Et alors là, j'en ai lu plein aussi. Un week-end entre amis, une maison de rêve, des vacances inoubliables. Voilà, il y en a plein qui sont sortis. Elle a aussi écrit de la jeunesse. Maman est une fée. Et on les a à la maison. Les filles ont beaucoup aimé. Voilà, donc en fait, Sophie Kinsella, c'est une autrice que j'ai beaucoup appréciée. Et je me suis arrêtée, donc il y a 13 ans, d'en lire. Parce que enfin, je vous dis, je suis tombée sur une déception. Alors, de toute façon, c'était moi. Hein, c'était une période où j'étais alitée. Disons que j'étais peut-être pas dans le meilleur état d'esprit, je ne sais pas. Ça m'empêchait pas de lire, hein, notamment des Agatha Christie, pas mal d'Agatha Christie à cette période-là. Mais bon, voilà. Et puis là, ça m'intéressait. Le burn-out, oui, c'est un thème qui m'intéresse.
même si on reste sur du Sophie Kinsella, donc c'est une comédie romantique globalement, hein, donc c'est pas, si vous voulez, un livre pour vous aider à détecter des signes de burn-out, pour vous aider à les gérer, c'est pas un livre comme ça qui va vous aider, hein. C'est juste que le personnage principal, qui s'appelle Sacha, commence avec un burn-out et paf, c'est ce qui va nous amener dans la suite du livre en fait. Mais bon, voilà, ça m'intéressait quand même. Donc, je l'ai lu alors que j'étais malade. Et quand j'étais malade, donc j'étais malade il n'y a pas très longtemps, ce que j'ai eu était très bizarre. Je pense que c'était le Covid, même si on n'a jamais réussi à dire clairement que ça l'était, mais parce qu'au niveau des symptômes, et puis, enfin franchement, moi, la dernière fois que j'ai eu le Covid, c'était en 2020, la fatigue qui reste longtemps après, le côté yo-yo en fait, où on se dit ah ça y est, ça va mieux, et puis hop, on replonge. Et puis un petit côté respiratoire aussi, hein. Donc voilà, je pense que c'était ça, mais bon, à ce moment-là, je ne savais pas trop, j'étais pas bien. Et donc, bah, quand je suis pas bien, en général, je mets une story sur Instagram que je vais pas très bien, que je suis malade. Et alors, j'ai des abonnés qui sont extrêmement bienveillants et tout, qui prennent régulièrement des nouvelles, et je les remercie énormément. Et c'est toujours vraiment avec énormément de délicatesse, de gentillesse et tout. Donc voilà, je les remercie. Donc, je vais vous parler d'autres abonnés qui ne sont pas ces personnes-là, vraiment, qui sont trop précieuses pour moi au quotidien. Mais en fait, j'ai eu plusieurs autres personnes qui sont venues en fait me dire ah, t'es malade, bah avec tout ce que tu fais, c'est normal, c'est trop d'événements, voilà, c'est pas étonnant hein, si t'es malade, hein. Oh bah tiens, t'es encore malade, ah bah on sait pourquoi, hein. Voilà, donc j'ai eu ça. Bon, déjà quand je suis malade, j'ai pas trop envie d'entendre ça, j'ai pas trop envie d'entendre que je suis malade à cause de moi-même, si vous voulez. Et puis, ouais, la dernière fois que je suis tombée malade, j'ai eu la grippe. Qu'est-ce que vous voulez faire contre une énorme grippe début de l'année 2024? Et là, ce qui ressemble étrangement à un Covid, ou à la grippe aussi, mais il y avait des points communs avec la grippe. Mais la grippe, quand j'ai commencé à me sentir mieux, j'allais vraiment mieux. Là, c'était pas le cas. Quand j'ai commencé à me sentir mieux, et ben juste après, je retombais. Et puis voilà. Donc, bon, bref. Donc en fait, enfin, j'allais dire c'est gentil, mais en fait, je sais même pas si c'est gentil, quoi. Non, enfin... Parce que du coup, c'est quoi le truc? C'est de se dire que de trouver une raison, je vais à des événements littéraires et puis bah voilà, je le paye bien parce que je suis malade après. Enfin, j'ai pas, enfin ça ne me convient pas. Enfin dans ces cas-là, ça sert à rien de prendre de mes nouvelles ni quoi que ce soit. Et donc je lis un livre sur le burn-out à ce moment-là et je me dis bah on va bien voir, hein, on va bien voir si c'est que du surmenage, si je suis dans cet état-là parce que moi-même je décide presque de tomber malade tellement j'en fais trop, enfin, je vais bien voir quels peuvent être les signes d'un burn-out, quoi. Donc je vois, et puis en fait on a le personnage de Sacha qui est très consciencieuse, qui aime son travail, qui veut le faire à fond et qui est mais c'est même pas qu'il veut le faire à fond, elle veut faire son job. Elle est submergée de mails en permanence et ça devient presque un stress en fait. Elle ne peut pas répondre à tout, elle a à peine terminé qu'il y en a 10 qui arrivent et puis elle est aussi submergée de travail parce que mauvais management, manque de personnel, tout le travail se répartit sur peu de personnes, ces personnes-là sont déjà sous l'eau sur juste leur job, elles récupèrent une partie du job de quelqu'un d'autre, enfin voilà. Et donc en fait à être comme ça tout le temps comme ça, et ben il y a eu un moment où ça s'est pas bien passé. En plus dans sa boîte il y a ce côté-là et puis il y a un côté de personnes qui sont là très très bienveillantes avec tout un programme où il faut je sais même plus, je pourrais plus vous dire exactement, mais du style il faudrait passer du temps chaque jour à être bienveillant avec les autres, à se poser sur les besoins que chacun a soi-même, et comment elle casse ça au milieu de son quotidien. Et alors il y a un passage qui m'a fait mourir de rire, parce que autant dans tout ça, je me sens pas concernée, hein. Mais voilà. Donc, elle a sa mère qui adore les applications.
Et donc elle dit, donc sa mère lui dit toujours, ah, tu peux aller le trouver sur telle appli. Et donc elle met, c'est l'histoire racontée à la première personne. Je suis sûre qu'elle a raison, si je trouvais l'appli adéquate, tout dans ma vie rentrerait dans l'ordre. Mais le choix est trop vaste et c'est tonnes d'informations à taper chaque fois. Par contre, j'ai acheté un bullet journal. Un carnet qui permet de concevoir un système d'organisation personnalisé et toute la gamme de stylo-gel qui va avec. Je suis censée y répertorier mes tâches, mes missions, mes obligations et les cocher une fois que je les ai accomplies. Mais qui a le temps pour ça? Qui a le temps de choisir un stylo-gel turquoise pour valider, répondre aux 34 mails furibard de ma boîte de réception? En commençant mon bullet journal il y a 1 an, j'ai inscrit comme mission principale travailler. Et je n'ai jamais coché la case correspondante. Voilà. Ça, je comprends en fait, parce que, enfin, c'est pas une critique pour les gens qui ont un carnet, etc. Je veux dire, chacun met son temps où il veut. Je pourrais très bien choisir de moins lire et avoir un bullet journal à la place, mais j'ai jamais trouvé un intérêt non plus. Et là, j'ai rigolé. Mais parce que je comprends, parce que je serais de ce style-là à me dire, mais quand je vois tout ce que j'ai à lire, quand je vois tout ce que j'ai à faire à tel endroit, quand je vois tout ça, comment je pourrais trouver le temps de me poser et puis de choisir un beau crayon Bon, j'ai rigolé, mais c'est une histoire de gestion de son temps et chacun le gère comme il veut, comme d'autres activités qui pourraient me plaire et que je ne casse pas parce que je ne suis pas prête à abandonner mes activités aussi. Enfin, voilà, c'est une histoire de choix. Mais bon, donc c'est le seul passage où je me suis dit, ah tiens, oui, effectivement. Mais après, je me suis pas reconnue dans tout ce qu'elle vit. Et donc, bah après, elle pète les plombs, c'est le cas de le dire. Et puis, elle part. Sa mère lui dit, je t'organise tout, tu vas partir ici, on passait nos vacances d'été il y a très longtemps, ça va être trop bien. Donc elle va dans cet endroit, sauf qu'en fait c'est pas l'été, hein, donc voilà, c'est pas tout à fait pareil. Et puis bah elle est petite, mais en tout ce paquet d'années qui s'est écoulé, bah, le lieu il est plus tout à fait comme dans ses souvenirs en fait. Donc voilà, et puis il y a des choses très drôles puisque sa mère se fait un peu passer pour son agent personnel et lui dit pour que tu sois en forme, il faut que tu suives tel programme, que tu manges ci, que tu manges ça, des trucs infects, l'hôtel n'arrive pas à trouver ces trucs, voilà. Puis elle fait la connaissance d'un homme qui vient en fait l'ennuyer parce qu'elle est toute seule tranquille sur sa plage, il n'y a personne à cette période, et puis il y a quelqu'un qui vient, dans son espace vital de tranquillité dont elle a besoin aussi, et puis en plus il est pas sympathique au début quoi. Mais bon, je pense que juste en vous disant ça, vous devinez la fin. Vous vous dites tiens on va aller tout droit vers ça, ce sera pas si évident que ça, ce sera pas forcément ce à quoi vous vous attendez non plus, mais voilà un petit peu l'histoire. Donc en tout cas c'était hyper intéressant de lire, je vous dis, ce livre à cette période-là, parce que vraiment en lisant ce livre, je peux vous assurer que je ne suis pas en burn-out, que les événements littéraires, j'en ai beaucoup et que je le gère, que j'ai 3 enfants et que j'ai géré ça au mois de juin, que j'ai un travail prenant et que je l'ai géré, etc., etc. Et je dois même vous avouer que quand j'ai lu le livre, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose au niveau de mon travail principal qui n'est pas du tout du surmenage et je suis en train de le réajuster ou enfin voilà, mais ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. Mais en tout cas, ce livre m'a fait prendre conscience que je ne suis pas en burn-out en fait. Je peux être quelqu'un qui aime avoir beaucoup de choses dans sa vie pour plein de raisons. Alors toujours, j'ai toujours des gens qui sont toujours, enfin, il y a toujours des gens qui sont très sympathiques et qui me disent que j'ai besoin de tout ça dans ma vie, ça doit cacher un manque de quelque chose ou je ne sais quoi, ou pas. Chacun est différent, chacun fonctionne différemment, chacun a besoin de choses pour se sentir épanoui. Et dans mon cas, c'est d'avoir un quotidien bien rempli de choses qui me plaisent et que j'ai choisi le plus possible. Voilà. Donc, personnage attachant, ça je vous l'ai dit, notamment Sacha. Et il y a autre chose qui m'a plu, qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait dans ce style de livre, on peut avoir un personnage justement, enfin le côté, là ça s'appelle vraiment le burn-out, mais le fait qu'on ait un personnage principal féminin qui travaille dans le marketing, en fait c'est tout le temps le marketing, et donc qui travaille à fond, etc. Et puis qui au bout d'un moment plaque tout, ça c'est assez courant dans ce style de livre qu'on appelle chick lit ou feel good, ou voilà. Et dans 99,9% des cas,
La solution pour le personnage principal, c'est justement de tout plaquer, de prendre un travail moins prenant autour d'une passion, de se laisser vivre. Il y a un côté de vivre d'amour et d'eau fraîche, de justement trouver l'amour, etc. De s'éloigner de la vie tumultueuse des capitales ou des grandes villes et d'aller dans la campagne ou d'aller à côté de la mer. Et voilà, comme si c'était l'unique solution pour être épanoui. On peut rien faire d'autre en fait. Voilà, dans ce style de livre, on a l'impression que une femme, pour qu'elle se sente bien, eh bien, elle doit moins travailler. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on en arrive aux commentaires que j'ai. Ah bah tu fais trop. C'est normal que tu sois malade, tu fais trop. Bah en fait, le livre n'a pas cette fin-là. Je veux pas tout vous dévoiler, mais le travail n'est pas laissé de côté du tout. Et merci pour ça. Voilà, on a le droit d'être une femme, on a le droit d'avoir 3 enfants, on a le droit d'avoir un job principal prenant à responsabilité et on a le droit d'avoir une passion qui est également prenante et d'avoir besoin, et puis d'être mariée, d'avoir une maison, un jardin et d'être épanouie avec tout ça. Si j'enlevais la moitié de ça, je ne serais pas épanouie, je suis faite comme ça. Je suis bizarre. Mais si je n'étais pas comme ça, j'aurais pas mes réseaux sociaux, je ferais pas de vidéos, voilà. Donc merci du coup pour eh bien, le sens de ce livre en fait, pour cette conclusion. Parce que enfin voilà, pour moi ça me fait énormément de bien. Après, là je vous parle de critiques, ce sont des critiques ouvertes, mais c'est des choses dont j'ai déjà largement entendu parler. Enfin des gens qui disent, de toute façon, c'est pas possible qu'elle lise autant allemand, c'est pas possible qu'elle puisse caser des vidéos, c'est forcément qu'elle travaille pas, enfin voilà. Mais après, chacun est différent, enfin je vais pas aller mettre mon nez dans le quotidien de quelqu'un en disant oh non, tu lis seulement 50 livres par an en travaillant 10 heures par semaine en ayant autant de vacances. Mais comment tu fais? Je ne ferai jamais ça. Voilà, mais chacun est différent, chacun fonctionne différemment, chacun a des besoins différents. Pour ma part, je suis épanouie avec ce que j'ai choisi. Je souhaite à chacun que ce soit le cas parce que je pense que je serai moins ennuyée. Voilà, enfin ce que je vous dis, je suis pas en ce moment sous une avalanche de critiques, hein, pas du tout. Mais si vous voulez, c'est l'ironie le fait de lire un livre au bon moment. C'est-à-dire que j'avais besoin d'une histoire comme ça, plutôt fraîche, plutôt agréable, plutôt pas prise de tête quand j'étais pas bien. Et en plus, ça répondait tellement à des questions ou des réflexions que j'avais. Et même si du coup, ce que je vous dis, c'est quelque chose de très personnel, quand vous allez lire ce livre vous-même, vous n'allez pas forcément être malade, vous n'allez pas forcément avoir des commentaires désagréables parce que vous êtes malade, vous n'allez pas avoir un jugement sur votre vie parce que vous êtes malade. Mais moi, en tout cas, ce livre m'aura accompagné une journée à ce moment-là et c'était pile le livre dont j'avais besoin. Ça a répondu, je vous dis, à des questions que je me posais. Alors non pas que... c'est pas parce qu'on me dit que j'en fais trop que je me dis « Ah oui, c'est vrai, les gens ont raison, j'en fais trop. Bon, alors, du coup, je vais changer ma vie. » Enfin, non, c'est pas ça, mais derrière, c'est le burn-out. Qu'est-ce qui mène au burn-out, en fait? Qu'est-ce qui, dans le quotidien, mène au burn-out? Est-ce que effectivement, dans mon cas, ça peut l'être? Et en fait, il y a quand même plusieurs choses aussi. Il y a effectivement du surmenage, mais un quotidien extrêmement chargé. J'en suis pas là quand je finis ma journée de travail. Enfin, de toute façon, j'ai un job où mon travail n'est jamais terminé. J'ai pas un travail où je me dis, bon, allez, c'est bon, j'ai fait tant de pièces aujourd'hui. Enfin, je saurais pas vous dire où mon magasin ferme à telle heure, c'est bon, ma journée elle est terminée ou je ne sais quoi. Moi, mon travail pourrait ne jamais être terminé. Je ne pars pas du travail parce que j'ai fini mon travail. Parce que dans ce cas-là, je travaillerai 24 heures sur 24. Je termine le travail parce que c'est le moment où je vais finir ma journée. Voilà. Donc, et derrière, quand je termine ma journée, j'ai pas non plus 50 mails en attente d'urgence, etc., avec 50 nouveaux le lendemain, etc. C'est pas ça non plus. Donc c'est vraiment quels sont... le burn-out, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que c'est quelque chose que j'ai envie de mieux comprendre. Peut-être aussi
pour me rassurer ou pas, pour voir si je vais tout droit vers ça ou pas, mais j'ai tout à fait conscience que je n'en suis pas là. Et en plus de ça, mon quotidien est rempli de trucs cool. Enfin, j'ai changé de travail il y a 1 an pour un truc enfin, j'arrête pas de dire truc, pour un poste qui me satisfait encore plus, qui est tellement stimulant intellectuellement. Donc, il y a des petits ajustements à faire. Ce livre m'en a fait prendre conscience, a mis le doigt en fait sur des trucs et j'ai refermé le livre et j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut que j'ajuste en fait. Parce que ça, par contre, ça ne va pas. Et donc, dans ces cas-là, on ajuste. Mais sur le... Donc, il y a des trucs à ajuster, tout n'est pas parfait. Et voilà, et c'est possible de le faire. Et à côté de ça, sur des choses, ce travail est très, très stimulant intellectuellement. J'apprends tous les jours. Enfin, voilà. Et c'était plus le cas sur mon poste précédent. En plus, je comble, je remplis mon quotidien de livres, d'événements littéraires. Puis voilà, comme je dis, j'ai mes enfants, etc. Enfin, je peux pas vous dire, oh allez, c'est bon, hein, les événements littéraires, j'en ai ma claque, j'arrête. Vous voyez ce que ça m'apporte, vous voyez ma passion. Enfin, et c'est aussi un choix. Voilà. Donc voilà, c'est une chronique un peu particulière parce que très personnelle derrière. J'espère en tout cas que vous avez réussi à comprendre de quoi parlait le livre et à voir si ça pourrait vous intéresser ou pas. Moi je trouve que c'est un très bon livre pour cet été parce que c'est un livre qui fait du bien. Et après là je vous ai parlé de toute la dimension personnelle, le moment où je l'ai lu, etc. etc. Mais derrière vous pouvez tout à fait apprécier le livre sans avoir ce ressenti. Mais... ça m'arrive pas dans toutes mes lectures, je lis énormément, donc je vais pas tomber systématiquement sur le livre à lire au bon moment, ou le livre qui m'a accompagné, le livre qui m'a fait ouvrir les yeux. Et celui-là, il m'a fait ouvrir les yeux sur 2 trucs, en fait, que déjà, quand on m'ennuie sur le burn-out, j'en suis pas là. Et ensuite, qu'il y avait vraiment un ajustement à faire et qu'il faut que j'agisse pour cet ajustement au niveau de mon travail, et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, par contre, de votre côté, vous avez peut-être déjà ressenti ça, d'avoir un livre qui fait totalement sens à un moment de votre vie et qui vous aide presque en fait. Je sais pas, vous me direz. Voilà, donc c'était le Burnout de Sophie Kinsella. Je continue avec Divine Rivalité de Rebecca Ross chez De Saxus. Je fais toujours tomber les marque-pages. J'ai acheté ce livre lors du Festival du Livre Paris. J'en avais entendu parler avant par des Instagrammeuses et elles disaient le nouveau livre en exclusivité, en avant-première et tout, sur le stand de Saxus. De toute façon, les gens ils sont là pour acheter ce livre-là et voilà. Et en suivant cette discussion, j'ai dit enfin, ok, mais alors c'est pas pour moi. Tu sais, on pense ça, mais... Et donc, le lendemain, je crois, ou le jour même, je suis allée l'acheter sur le stand de Saxus. Bon, il était effectivement en avant-première, mais je ne l'ai pas lu en avant-première, je l'ai lu un peu après. Le livre est juste magnifique, vous voyez là. Voilà, tout ce jaspage. Le livre, il est comme ça, le dos est comme ça, et puis, enfin la 4e de couverture, pardon, et puis, hop, voilà à l'intérieur. Et puis, quand on lit le livre, voilà comment il est à l'intérieur. Il est trop beau. J'avais peur de l'abîmer en le lisant, mais c'est bon, je ne l'ai pas trop abîmé, je pense. Alors, ce livre, c'est une romantaisie pour young adult. Qu'est-ce que je fais à lire de la romantaisie pour young adult? Et pourtant, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, dans la romantaisie, on a une romance, mais la romance dans ce livre, elle est plutôt soft. On a de la fantaisie, mais la fantaisie, elle est peu présente. Il y a un côté magique, et le côté magique, je trouve qu'il a deux avantages, en fait. Enfin, l'un, c'est que ce côté magique rend l'histoire encore plus romantique. Et le deuxième avantage, c'est que on voit qu'on est dans un contexte historique qui se rapprocherait de la Première Guerre mondiale. Alors c'est pas ça, c'est pas une guerre France-Allemagne, c'est plutôt une histoire de dieux au pluriel qui se font la guerre, voilà. Donc il y a un côté comme ça, mais franchement, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans cet univers. Vous allez avoir une page toutes les 75-100 pages sur le sujet, ça va pas
Enfin voilà, moi j'aime pas rentrer dans ces univers trop... qui demandent trop d'imagination, que j'ai sûrement pas assez. Et là, j'ai pas besoin de faire d'efforts, c'est assez proche de la Première Guerre mondiale, avec des tranchées, etc. Et donc, ça veut dire qu'on est dans un monde où on n'a pas de téléphone portable, on peut pas s'envoyer de textos, etc. Et en fait, je trouve que le côté magique vient combler ça, en fait. Mais au lieu d'inventer un monde où on est pendant la Première Guerre mondiale avec des téléphones portables, et ben en fait, on est pendant la Première Guerre mondiale, enfin pas tout à fait parce que c'est une guerre de Dieu, et il n'y a pas de téléphone portable, mais il y a un petit ajustement magique qui fait que ça peut être ça, mais en vachement plus romantique. Donc ça m'a plu, parce que du coup, je me suis pas sentie non plus totalement dans un monde loufoque en fait. Donc je vous ai dit le contexte historique qui ressemble vraiment à la Première Guerre mondiale. Et puis en fait, on va suivre deux journalistes. On va suivre notamment en personnage principal Iris Winow. Donc journaliste qui a des bonnes qualités de journaliste. Le truc c'est que... son frère est parti à la guerre, elle n'a pas de nouvelles de lui, elle arrive à lui envoyer des lettres d'une certaine façon, on va dire. Et donc au journal, il y a une rivalité, divine rivalité, avec un journaliste qui s'appelle Roman Kitt. Et du coup, eh bien, on va avoir ces rivalités pour avoir un certain poste, etc., etc. Et puis en fait, petit à petit, Iris ne va plus être journaliste classique, mais plutôt un peu reporter de guerre, on va dire. Voilà. Bon, je pense que je vous en ai déjà beaucoup dit. Et en fait, il y aura toujours ce lien avec Roman, mais qui est au début un personnage qu'on n'aime pas trop, hein, parce que nous, on aime bien Iris, et du coup, forcément, on peut pas trop apprécier Roman. La première partie, c'est une partie, enfin sur la partie journalistique, on est sur quelque chose d'assez classique, donc avec des machines à écrire. Et moi, j'aime déjà beaucoup quand il y a des journalistes dans les romans. Ça m'intéresse de plus en plus, surtout que les journalistes qu'il y a, ce sont pas des personnes qui vont faire un article à sensation dans de la presse people, en partant d'un cliché volé et en inventant toute une histoire autour et en faisant croire que c'est vrai pour faire vendre, etc. Ou faire le buzz. Voilà. Ça m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout ça. On est plutôt sur des journalistes qui parfois vont être assez proches d'enquêteurs aussi, et dans certains même romans policiers, ce sont les journalistes qui mènent l'enquête. Et ça, j'aime bien, parce que j'ai retrouvé tout ce que j'aime moi dans un roman policier, et le journalisme peut apporter quelque chose en fait de différent de la partie policière, détective, etc. Et puis je suis de plus en plus fascinée par les machines à écrire. C'était déjà le cas dans un livre de... mince, comment elle s'appelle Val McDermid. Je l'ai découverte avec 1979, qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez HarperCollins. C'était passionnant. Depuis, j'ai vraiment ce truc de machine à écrire. Et je m'étais même renseignée pour acheter un clavier qui fait machine à écrire à brancher sur le port USB de son ordinateur. Et là, je me dis, oh, mais c'est trop classe et tout. Et après, je me suis dit, concrètement, moi qui tape, est-ce que j'ai envie de passer mon temps à faire cling, cling. Enfin, c'est pas très ergonomique, on va dire, et je perds en vitesse de frappe. Enfin, donc je sais pas. Mais enfin, au quotidien, moi qui manque un petit peu de temps, enfin qui suis toujours un peu speed, mais pas en burn-out, hein, pas en burn-out, surtout pas. Est-ce que j'aurais envie de faire cling, cling, cling? Je sais pas. Mais au lieu d'un clavier, pourquoi pas une vraie machine à écrire? Pour faire quoi? J'en sais rien. Ça... Surtout, ouais, non mais encore une fois, ça me convient pas. Enfin, moi j'aime la fonction CTRL-Z qui permet d'annuler, et là, sur une machine à écrire, c'est particulier. Mais bref, ça me fait rêver. Voilà, c'est un livre qui est très addictif, qui est très bien écrit, qui est très bien traduit. Je vous le conseille totalement. Il y a eu énormément d'avis positifs, notamment dans ceux qui lisent la littérature young adulte. C'est pas mon cas, mais je vous le conseille quand même. J'ai pas senti qu'on était sur un livre jeunesse. J'ai trouvé ça hyper fluide, comme je vous dis, hyper addictif. Donc vraiment, l'objet livre est magnifique, mais ce qui est à l'intérieur, c'est tout aussi bien. Donc, je vous le conseille. Je continue avec un autre livre young adulte de Ruta Sepetys, Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, et ce livre m'a été offert par Isabelle d'Isabelle Lecture l'année dernière. C'est une autrice que j'ai déjà lue à 2 reprises avant celui-ci. Je l'ai lu
je l'ai découverte même il y a un été, alors c'était lequel, il y a 2 ans peut-être, avec Hôtel Castellana, hyper intéressant, sur Franco. Et moi, je connais très mal l'histoire de l'Espagne. Pourtant, l'Espagne, c'est à côté de la France. Hein, je connaissais très mal cette dictature, en fait. Et du coup, bah, j'en ai appris davantage et c'était très intéressant. Mais ça m'embête toujours de dire qu'un livre historique avec une dictature est vraiment très, très intéressant. Parce que c'est quoi qui est intéressant? C'est de voir qu'il y a des morts, c'est de voir qu'il y a une dictature, c'est de voir que les gens peuvent pas vivre. Non, c'est pas ça. Mais c'est plutôt intéressant sur le fait que c'est enrichissant. Enfin, ça permet d'apprendre des choses. C'est romancé, donc c'est très accessible. On n'est pas sur un livre historique. Voilà, non, c'est young adulte. Mais franchement, c'est tout à fait accessible. Je n'ai pas l'impression de lire un livre jeunesse, quoi. À chaque fois que je lis du Ruta Sepetys, pour moi, c'est super bien écrit et tout ça. Donc, et d'ailleurs, j'avais lu Hôtel Castellana, qui était chez Folio, et pas dans cette fameuse collection Pôle Fiction chez Gallimard. Mais Hôtel Castellana était sorti dans cette collection-là aussi. Et puis, j'ai lu son tout dernier, Si je dois te trahir, qui était très intéressant. Je me demande si je n'ai pas lu l'année dernière. Je lis un livre de Ruta Sepetys par an, mais il faut que j'en lise plus. Et c'était sur la Roumanie et sur ce que la Roumanie a vécu en termes de dictature. Celui-ci, donc ceux qui n'ont pas pu nous prendre, c'est un livre sur la Lituanie. Alors là, autant l'Espagne, oui, je vois où c'est. La Roumanie, d'accord. La Lituanie, oui, bon, ok, je vois où c'est. Mais alors l'histoire de la Lituanie, je serais incapable de vous en parler. On va suivre une jeune lituanienne qui a 15 ans en 1941 et elle, contexte très compliqué pour la Lituanie, mais je vous dis, j'en savais rien. Moi, si on parle de 1941, je vais vous dire, oui, alors la France, voilà comment ça se passait, on était en partie envahi par l'Allemagne, il y avait ci et ça, enfin, je pensais à des faits en 1940, je pensais à des faits en 1942, donc je me dis, on est entre les deux, il y a eu ça, mais il n'y a pas eu encore ça, voilà. Donc je vais être vraiment très auto-centrée sur mon pays. Et alors, ce qui se passe en dehors, j'en sais rien. Pour moi, c'est vraiment le fait qu'on commence à être envahi par l'Allemagne, c'est le fait le plus important mondial. Enfin, voilà, j'ai vraiment ça en tête. Alors certes, j'ai regardé il y a un paquet d'années, une vingtaine d'années, le film Stalingrad avec Jude Law, qui était un film génialissime. Et donc oui, ok, il y a des choses qui se passaient là-bas aussi. Oui, je sais quand est-ce que les États-Unis sont rentrés en guerre, voilà. Mais en fait, ça s'arrête là. Enfin, c'est quand même quelque chose. Enfin, ça s'arrête là, mais c'est horrible ce qui a pu se passer. Mais j'ai une mauvaise connaissance de ce qui a pu se passer un peu ailleurs. Et là, on est en Lituanie. Et en fait, la Lituanie se trouve entre Hitler et Staline. Et ils sont, là en l'occurrence, la petite lituanienne qu'on suit qui s'appelle Lina, sa famille et elle sont déportés dans des camps, mais dans des camps communistes en fait. Ils vont partir en Sibérie. Et la question du pays en Lituanie, c'est est-ce qu'il vaut mieux qu'on soit envahi par Staline et déporté par Staline, ou est-ce qu'il vaut mieux que ce soit Hitler qui s'occupe de ça? Mais c'est dingue en fait. Et donc j'ai découvert comme ça la dictature communiste et ce qu'était le communisme. Enfin, je vous dis que je connaissais pas toute cette histoire. Enfin, j'ai quand même entendu parler de Lénine, de Staline, bien sûr que déjà, je vous parle de Stalingrad, de la ville Stalingrad, ok. J'ai appris des choses lors de mes cours d'histoire, etc. Mais en fait, dans les cours d'histoire sur cette période, on va parler à 95% de ce qui se passe en France, ce qui est pas aberrant non plus. Et puisque c'est bien de connaître l'histoire de notre pays aussi. Mais derrière, bah, sur le reste, oui, goulag, ok, c'est des mots, ça faisait partie des vocabulaires, du vocabulaire à apprendre par cœur lors des cours d'histoire, de collège, etc., etc. Ok, mais en fait, concrètement, c'est quelque chose que je connais mal. Je connais un petit peu plus, du coup, les conséquences grâce à ce livre, mais je manque de connaissances sur la partie politique, en fait, quelque part. Comment on en est arrivé là, à la fois au niveau politique et géographique aussi, enfin comment ça s'est étendu, l'URSS, etc., etc. Donc voilà, ça je manque de connaissances dessus, mais là en tout cas ça m'a permis de voir ce qu'était un camp
en Sibérie, un camp de travail. Ça m'a permis de voir jusqu'où l'extrême gauche a pu aller au niveau historique en fait. Donc oui, l'extrême droite, on le sait, jusqu'où ça a pu aller. Voilà, on le sait totalement, justement, c'est quand même totalement lié à l'histoire de notre pays, pour l'avoir subi. Mais derrière, je connais mal la partie des dangers de l'extrême gauche, extrême. Et maintenant, je le sais un petit peu plus. Avec des scènes qui m'ont marquée et ce qui prouve à quel point je connais vraiment ça très mal, c'est que quand la famille de Lina quand on arrive pour les déporter, eh bien en fait, la réaction de la mère, c'est de casser je sais plus si c'est ces beaux verres en cristal ou quelque chose comme ça, parce que du coup, en les cassant, ça n'appartiendra pas au parti, et du coup, je sais plus si c'est des policiers, des militaires, enfin ceux qui viennent pour les déporter, lui disent mais non mais qu'il faut arrêter en fait parce qu'on détruit pas ce qui appartient au pays. Et c'est ça le communisme poussé à l'extrême. Enfin, je précise poussé à l'extrême, on sort d'élection. Je ne suis pas en train de dire que le Parti communiste français, c'est ça. Enfin, ou alors, faut vraiment que je lise le programme, voilà. mais en fait, c'est ça. On a des biens et on les partage et à ce point-là. Donc très particulier aussi. Donc les personnes qui sont comme ça recherchées et déportées, eh bien du coup, c'est pas des juifs comme ce que Hitler pouvait faire, c'est pas des homosexuels, c'est pas, enfin voilà, puis cette liste qui de toute façon s'est étendue et qui n'avait aucune logique. Là, on va rechercher des intellectuels presque. C'est horrible, c'est horrible. Voilà. J'ai pas d'autres mots. En tout cas, c'est un livre qui est vraiment intéressant, important, nécessaire. Enfin, parce que c'est tout ça. Pour moi, il faut le lire, il faut le savoir. Donc moi, j'ai envie de plus creuser cette partie-là. Si vous avez d'ailleurs des livres sur le sujet, ça m'intéresse. Alors, si possible, pas des documentaires, mais plutôt des romans. Ça reste globalement accessible. Parce que des livres sur la Seconde Guerre mondiale, j'en connais énormément et j'en lis, je continue d'en lire. Et encore une fois, je trouve que c'est toujours passionnant, mais dans le sens où c'est passionnant, mais c'est révoltant et c'est important de le savoir. Attention, c'est quand on est vraiment extrême, ça peut mener à ça. Enfin, voilà. Donc, un peu d'apaisement, un peu moins de haine. Donc voilà, je trouve que c'est important et cette haine est présente des deux côtés. Enfin vraiment, qu'on soit sur une extrême gauche puissance 10 000 ou une extrême droite puissance 10 000, ça se rejoint sur des horreurs en fait. Donc ça, j'avais vraiment besoin de le savoir parce qu'on le sait trop peu, on l'oublie. Et donc j'aimerais bien creuser cette partie-là. Et puis là, l'histoire de la Lituanie, je trouvais très intéressante avec la Lituanie, mais également la Lettonie, Estonie et un bout de la Finlande. Et ça, c'est aussi intéressant parce que moi, j'aime beaucoup les pays nordiques. Et en fait, on mettrait presque dans un grand sac l'Islande, la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande est toujours un peu entre deux parce que proche de la Russie mais pays nordiques. Et des fois j'ai l'impression qu'il y a plus de similitudes entre l'Islande et la Suède qu'entre la Finlande et la Suède sur certaines choses, etc. Mais c'est pareil, l'histoire de l'Islande je la connais pas bien. Comme on vit sur un pays qui est quand même juste à côté de la Russie comme ça, voilà. Donc c'est intéressant parce que comme je vous dis j'ai vraiment appris et ça m'a donné envie d'apprendre encore plus. C'est vraiment très bien écrit, c'est émouvant, hein. Vous allez vraiment alors j'ai pas pleuré non plus mais vous allez être émotionnellement retourné, chamboulé quoi. Vraiment c'est une histoire difficile. Et petite autre chose avant de terminer cette chronique, c'est que l'autrice est d'origine lituanienne. Donc ça prend encore plus une dimension importante dans ce livre. Voilà. Donc je vous le conseille totalement parce qu'il faut savoir ce qui s'est passé
voilà, il s'est passé vraiment des horreurs et il faut voir jusqu'où la bêtise et la haine peuvent nous mener. Et je termine avec ce livre, le tome 10, là, le tome 10 des enquêtes d'Anna Svensson, Meurtre et choux à la crème. Et le prochain tome, ce sera Meurtre et pudding de Noël, qui sortira à l'automne 2024. Et sachez que les premiers tomes existent chez Point. Donc c'est intéressant parce que du coup, en poche, ils seront un peu moins chers que ces grands formats. Celui-ci, il est à 15,90 €. Et puis sachant que, c'est ce que je vous dis tout le temps, un Cozy Mystery, c'est la même taille qu'un poche, quoi. À 0,5 cm près. Donc c'est pour ça que moi je le considère vraiment plutôt comme un poche. Alors, dans ce nouveau tome, eh bien écoutez, je l'ai lu avec plaisir. Je ne savais pas quoi choisir comme livre. Et mes enfants ont choisi pour moi. Puis je me suis dit, oh, bon. Parmi toute la sélection, c'est pas le livre que j'aurais lu, mais ok, je les écoute. Ah, puis c'était trop bien en fait. J'étais trop contente de retrouver Anna Svensson. Livre toujours parsemé de petites recettes entre certains chapitres. C'est un livre qui fait du coup 380 pages, mais il y a beaucoup de pages de recettes. Ça se dévore. On a le schéma habituel. On a toujours notre Anna Svensson qui gère sa boutique de cookies et qui tombe sur un mort et qui doit résoudre l'enquête. Elle est toujours partagée entre ses deux prétendants, Mike et Norman. Et moi, sur les premiers tomes, j'étais totalement pour Mike. Et alors là, sur les derniers, mais encore plus dans celui-ci, je suis totalement pour Norman. Voilà, c'est un personnage qui me plaît beaucoup plus et j'aimerais vraiment qu'elle puisse être avec lui et pas avec Mike. Que vous dire d'autre? Après ça reste une série, donc c'est bien de les lire dans l'ordre. Là, le meurtre n'arrive vraiment pas tout de suite. C'est un personnage qui était très antipathique et l'enquête va être assez originale parce que, en fait, souvent, elle mène son enquête en parallèle. Et elle y arrive bien. Donc petit à petit, ses proches lui disent « Bon, c'est bon, là, Anna Svensson, tu as mené ton enquête comme d'habitude. » Ouais, mais elle a jamais l'aval de la police, en fait. Eux, ils mènent leur enquête de leur côté, et puis ils ont l'impression qu'elle vient les enquiquiner. Sauf que, pas du tout, parce qu'elle arrive mieux à résoudre les enquêtes qu'eux. Là, c'est différent parce que c'est les membres de son entourage qui sont dans la police, donc le fameux Mike et puis son beau-frère, Billy, ne vont pas pouvoir mener l'enquête. Et donc eux-mêmes vont avoir besoin qu'elle mène l'enquête. Donc ça change un petit peu. De toute façon, c'est une série qui se renouvelle à chaque fois. Et il y a aussi autre chose, c'est que, petit point d'attention parce que je sais, j'ai vu pas mal d'avis, mais à la sortie du livre, donc ça date parce qu'il est sorti en février, je crois, de personnes qui étaient gênées par ça. Anna Svensson fait un régime dans le livre. Ça revient très régulièrement. Elle fait un régime parce qu'elle veut rentrer dans une certaine robe. Et sa sœur, qui est toujours hyper... qui a une vie super saine et tout, l'entraîne dans une alimentation saine et du sport. Et ça revient vraiment très fréquemment à chercher à perdre du poids, voilà. Ça m'a pas gênée. Je me suis pas dit que c'était un livre qui était qui était pour certains corps et pas d'autres, etc. Enfin là, elle avait un objectif. Bon, je me suis pas concentrée sur le sujet, j'ai envie de dire. Mais je vous le dis, parce que je sais que ça a gêné des gens. Donc ça se trouve, ça peut aussi vous gêner. Donc si vous êtes avertis, ça passera peut-être mieux. Voilà. Mais en tout cas, c'était toujours chouette. Et puis moi, j'ai très hâte du coup d'être à cet automne pour ce tome de Noël qui va arriver. Et je me lasse vraiment pas. Ça reste une de mes séries de Cozy Mystery préférées. Et aucun doute après la lecture de ce tome. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre un petit pouce vers le haut, à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux ou autres. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos lecture, des petits vlogs, puis pas mal de podcasts de lecture parce que je lis quand même beaucoup, et puis des vidéos sur la rentrée littéraire, les rentrées littéraires aussi, Albin Michel, Julliard et Fayard. Voilà, très bonne lecture à tous et à très vite.